Au cours de cette année, un phénomène étrange se produisit. Le soleil émettait une lumière sans éclat, semblable à la lune, et cela durant presque toute l'année. Ce témoignage de l'époque donne le ton. Dans cette vidéo, on va parler de météo catastrophique, de famine apocalyptique et de dépression généralisée. Je vous rassure, c'est pas le résumé de l'année 2024, mais bien de 536, que certains historiens ont qualifié de pire année de toute l'histoire. Rien que ça. Alors que s'est-il passé pour que le monde entier soit plongé dans une telle obscurité ? Dans cette vidéo, on va explorer les origines de cette catastrophe, ses conséquences immédiates, et son impact à long terme sur l'Europe et dans le reste du monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que l'année 536 ait une aussi mauvaise réputation ? Eh bien, d'abord, tout commence par un phénomène étrange. Une brume mystérieuse enveloppe l'Europe, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Asie, rendant les jours presque aussi sombres que les nuits. En gros, le soleil s'est mis en mode ampoule basse consommation pendant presque toute une année. Les scientifiques modernes attribuent cette obscurité à une série d'éruptions volcaniques massives. Les débats persistent encore aujourd'hui sur l'emplacement exact de ces éruptions. Ce serait peut-être l'Islande ou l'Amérique centrale. Il n'y a pas de consensus clair sur l'origine de l'éruption, mais les scientifiques estiment que l'une ou l'autre de ces régions, voire les deux, pourraient être responsables des événements. En tout cas, ce volcan n'a pas fait les choses à moitié. Une gigantesque quantité de cendres projetées dans l'atmosphère a provoqué un refroidissement climatique global, puisque la température mondiale a chuté de 2 à 3 degrés. Alors cela peut sembler insignifiant, mais en réalité une baisse de température, même si elle est modeste, peut perturber les saisons de croissance. Les plantes ont des températures optimales pour germer, pousser et fructifier. Un froid inattendu en pleine période de croissance ou pendant la floraison peut entraîner la mort des jeunes pousses, ou nuire à la formation des fruits, ce qui réduit les rendements. Il faut aussi comprendre que si la quantité de lumière solaire disponible pour la photosynthèse est réduite, les plantes ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie pour leur croissance. Alors une diminution des rayons directs du soleil peut avoir pour conséquence de prolonger les hivers, de raccourcir la saison des croissances et donc réduire la productivité des cultures. En conséquence de tout ça, les récoltes sont partiellement ruinées, les sols deviennent moins fertiles voire impropres à la culture et donc la famine s'installe. En bref, une ambiance bien sympa pour planter le décor. En Europe, les effets sont immédiats et simples, tout le monde a faim. Voilà. Les récoltes de blé, de seigle et d'orge sont quasiment inexistantes, ce qui entraîne donc une famine généralisée. Les populations qui sont déjà fragilisées doivent recourir à des aliments de substitution, comme le topinambour, des plantes sauvages comestibles ou des feuilles d'arbustes. En l'absence de blé ou d'autres céréales cultivées, les gens pouvaient se tourner vers des graines moins courantes comme les graines de lin. Niveau légumineuses, les pois, lentilles et fèves étaient souvent utilisés comme substituts aux céréales, car elles sont riches en protéines, bien qu'ils ne soient pas une solution idéale en grande quantité pour remplacer des aliments céréaliers. Ces produits étaient moins prisés, mais permettaient de faire face à la pénurie des aliments qui étaient habituellement les plus répandus. Donc pour s'imaginer le repas du Gugus lambda en 536, c'était soupe aux orties en entrée, purée de lin en plat principal et un verre de lait caillé pour le dessert. Plus sérieusement, les chroniques irlandaises des Annales d'Ulster rapportent que les famines pouvaient être si intenses qu'elles auraient laissé des villages entiers à l'abandon. Côté politique, l'Empire romain d'Orient, à cette époque sous Justinien, commence sérieusement à transpirer. Quand votre peuple crie famine et que votre armée est trop faible pour défendre vos frontières, ça sent mauvais. Les ressources manquent et l'instabilité s'accroît dans les provinces de l'Empire. Mais attention, l'Europe n'a pas l'exclusivité du chaos. En Inde, au sein de l'Empire Gupta, qui était déjà fragile à cette époque, il finit par s'effondrer peu après. En plus des invasions venues du nord, les perturbations climatiques auraient entraîné des saisons de mousson irrégulières ou insuffisantes, ce qui avait pour conséquence de perturber l'agriculture. Or, l'agriculture indienne dépendait étroitement de la régularité des moussons. Les perturbations climatiques auraient donc aggravé les pénuries alimentaires et provoqué des migrations ou des rébellions. En Chine, c'est le même scénario, sécheresse, famine et probablement des empereurs pas très zen. Le poète Yu Qin évoque dans ses écrits des paysages désertés et des rivières sèches, symbolisant l'empire de la dynastie Wei en plein déclin. Faut savoir là aussi que la Chine était très dépendante de la riziculture et de cultures comme le millet qui se trouvent être particulièrement vulnérables aux variations climatiques. Donc une baisse de température de 2 à 3 degrés aurait pu retarder les récoltes et réduire leur rendement,
entraînant donc des famines. Même en Amérique, certains peuples pourraient aussi avoir subi des perturbations liées à ces éruptions volcaniques, mais les sources sont plus fragmentaires. Les recherches sur les cernes des arbres et les carottes de glace ont révélé des anomalies climatiques qui correspondent à la période autour de 536, à la fois dans l'hémisphère nord et dans certaines régions tropicales comme l'Amérique centrale. Les études archéologiques montrent aussi des changements dans la densité des populations, des abandons de sites, ou la perturbation des cycles agricoles dans certaines régions pendant cette période. Dans tous les cas, on peut affirmer que cette catastrophe s'abat à l'échelle mondiale et impacte les civilisations majeures de l'époque. Ah oui, et juste pour rajouter une cerise moisie sur le gâteau, 5 ans plus tard, la peste de Justinien débarque. C'est une pandémie qui a décimé des millions de personnes et est souvent considérée comme l'une des premières grandes pandémies de l'histoire. Après tout, pourquoi faire les choses à moitié, hein. Alors évidemment, cette peste est apparue après les événements climatiques de 536, mais on peut facilement établir un lien de cause à effet. Tout d'abord, le refroidissement climatique et la famine associée à 536 ont sans aucun doute affaibli les populations humaines, les rendant plus vulnérables aux maladies infectieuses comme la peste. Une mauvaise récolte, une malnutrition généralisée, et un affaiblissement général du système immunitaire de la population peuvent créer un terreau propice à l'émergence de pandémies. Les années de famine et de conditions climatiques extrêmes ont provoqué des déplacements massifs de population, en particulier vers les grandes villes. Donc en imaginant une concentration de personnes dans des espaces confinés, souvent dans des conditions sanitaires précaires, cela a pu faciliter la propagation rapide de la peste, en particulier dans les grandes cités comme Alexandrie ou Constantinople et d'autres centres du commerce méditerranéen. En d'autres termes, une population affaiblie et regroupée est plus susceptible d'être touchée par une pandémie dévastatrice. Et enfin, le changement climatique pourrait avoir affecté les populations de puces et de rats, qui sont les principaux vecteurs de la peste bubonique. Les conditions froides et humides peuvent avoir perturbé les écosystèmes, mais aussi favorisé la prolifération de certains insectes porteurs de la tristement célèbre bactérie Yersinia pestis, qui est responsable de la peste. Donc le lien entre les perturbations climatiques et les changements dans les écosystèmes des animaux, notamment des rongeurs, peut avoir facilité l'émergence de la peste. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de 536 ? Pas grand chose de sympa, soyons honnêtes. En Europe, cette année a laissé des traces profondes. Villes abandonnées, population décimée, économie en ruine. Le tout a probablement contribué au déclin du monde antique et à la lente montée du Moyen-Âge, tout ça à cause des volcans. Du point de vue scientifique, 536 nous rappelle la fragilité de nos sociétés face aux forces naturelles. Elle montre également à quel point les événements climatiques peuvent avoir des répercussions sur plusieurs décennies, voire des siècles. Pourtant, dans ce chaos, des transformations culturelles et spirituelles émergent. Côté spiritualité justement, cette période a renforcé l'idée que le ciel pouvait littéralement tomber sur la tête des humains. Les catastrophes naturelles ont été interprétées comme des punitions divines, ce qui a favorisé le renforcement du christianisme face aux croyances païennes. L'Église joue alors un rôle central en offrant une explication aux malheurs du monde et en aidant à organiser l'aide humanitaire. L'autre conséquence indirecte des événements de 536, c'est sa contribution au basculement vers une Europe plus rurale et féodale. Il faut savoir que le refroidissement climatique, les famines et la peste qui a suivi ont causé un affaiblissement des grandes villes et de leur population. À titre d'exemple, Constantinople aurait perdu 30 à 40% de ses habitants lors de la première vague. Donc la perte de la population urbaine associée à des problèmes économiques et sociaux a poussé les gens à quitter les centres urbains après l'épidémie de peste, pour se réfugier dans les campagnes, où ils pouvaient tenter de subsister par l'agriculture qui était de nouveau praticable. Ce déclin urbain a favorisé l'émergence de structures locales plus autonomes, basées sur des relations de dépendance entre seigneurs locaux et paysans. Les événements de crise ont donc agi comme un catalyseur dans la transformation de l'Europe. En affaiblissant les structures politiques et urbaines et en créant un contexte de vulnérabilité, le basculement vers un système féodal a été grandement facilité et la loyauté ainsi que les liens locaux sont devenus essentiels pour la survie. On peut dire que ce changement a donc contribué à l'émergence de la structure féodale qui caractérisera l'Europe médiévale pendant les siècles suivants. Bon bah voilà, 536, l'année où la nature a mis tout le monde d'accord, à savoir que personne n'est à l'abri. Mais derrière le chaos, il faut aussi le voir comme une leçon d'histoire. Les sociétés humaines, même dans les pires moments, trouvent toujours un moyen de se reconstruire. Enfin, après quelques siècles. Alors après avoir dit tout ça, est-ce que, selon vous, 536 mérite vraiment le titre de pire année de l'histoire, ou vous avez d'autres candidats en tête ?
n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre voyage dans le temps, mais pas en mode apocalypse cette fois. Enfin, on va éviter.